c'est le brouillard qui est à l'origine de l'accident. Renforcement des mesures d'économie d'énergie. Les médecins manifestaient aujourd'hui, ils veulent renégocier leurs honoraires. Le leader du Parti communiste espagnol arrêté à Madrid. Les agriculteurs avaient-ils vraiment besoin de cet argent? C'est le dossier de ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Hier soir, à la même heure, au milieu du journal, nous apprenions cette nouvelle qui nous bouleversait, l'accident d'autocar dont étaient victimes de jeunes handicapés. Lyon, 7 heures du soir, un brouillard à couper au couteau, un car de ramassage qui devait reconduire les enfants chez eux. Une dizaine d'entre eux étaient déjà déposés. Et puis l'accident, le car qui tombe dans le Rhône, 13 enfants noyés, ainsi qu'une monitrice. 7 d'entre eux sauvés, de même que le chauffeur et une autre monitrice. Un drame qui serre le cœur des enfants handicapés, de conditions modestes, et qui ce matin auraient dû partir en vacances. Alors pourquoi, bien sûr, la question qui revient chaque fois au lendemain de pareil drame? Le brouillard, bien sûr. Mais comment cela est-il possible en plein centre d'une aussi grande ville? Les réponses de Claude Sérillon. Ce panneau signalant l'entrée de la zone portuaire Édouard Herriot était masqué par le brouillard hier vers 19 h. Et le car transportant une vingtaine d'enfants handicapés poursuit sa route. Pendant plus d'1 kilomètre à travers les entrepôts et les silos, le car roule tout doucement. L'épaisseur du brouillard est telle que la visibilité est nulle à 3 mètres. Quelques minutes plus tard, le chauffeur engage son véhicule sur une rampe tout à fait semblable à une chaussée. Cette rampe descend directement dans le Rhône. Le car y tombe, seule la partie arrière reste hors de l'eau. C'est par cette issue que les enfants appelleront au secours. Il y a peu de monde alentour, néanmoins les appels sont entendus, les pompiers comme la police arrivent, retardés eux aussi par le brouillard. Les ouvriers voisins sortiront les premiers enfants, sains et saufs. Dans la nuit, c'est une terrible angoisse. On ne connaît pas exactement le nombre des passagers du car. 10 personnes sont conduites rapidement à l'hôpital. Un petit garçon de 6 ans y meurt peu après son admission. Près du fleuve, allongé sur cette rampe d'accès, il y a alors 13 corps sans vie. Alors on entendait les hurlements des civils qui avaient déjà retiré des corps, des cris d'enfants, 14 corps, oui. Et on voyait juste l'arrière du car qui était immergé, et entre la berge et l'arrière de ce car, dont le chauffeur avait réussi à casser le pare-brise arrière, ce qui permettait l'accès, il y avait une échelle. On tâtait ce qu'on pouvait, et puis on en a retiré 3 ou 4. Ensuite, il était impossible d'y aller avec les pieds, ni avec les bras, alors on a plongé, quoi, et essayé d'aller entre les sièges, parce qu'il n'y a que là qu'on avait des chances de trouver quelqu'un. C'est quand même un endroit qui est très dangereux, surtout par un temps, une agression naturelle, le brouillard. Alors je pense quand même qu'il faudra peut-être arriver maintenant à faire enfermer, enfin du moins à mettre quelqu'un aux abords des entrées du port de Herriot, parce que de toute manière ça se reproduira. Hein, si c'est... Il y en a déjà eu un. Il y en a déjà eu un il n'y a pas longtemps et ça se reproduira. Hein. Il faut désormais attendre les résultats de l'enquête de police sur les causes de cet accident. L'absence de signalisation efficace par temps de brouillard sera sans doute soulignée, mais pourra-t-on vraiment bien expliquer la mort des enfants sans prononcer aussi le mot fatalité? Du nouveau à prévoir pour les vignettes de l'an prochain. Désormais, c'est sûr, la puissance fiscale, le nombre de chevaux de votre véhicule inscrit sur la carte grise, correspondra à la puissance réelle de la voiture. Voilà la mesure la plus spectaculaire annoncée aujourd'hui par le gouvernement pour réduire encore la consommation d'énergie. Autre instrument de cette nouvelle panoplie imposée par la hausse du prix du pétrole, décidée la semaine dernière à Qatar, la réduction de la consommation globale de fioul domestique. Bref, il faudra davantage encore faire attention. Ajoutez à cela d'autres mesures pour les industriels et vous aurez le coût de la facture de Qatar. Mais Raymond Barre aujourd'hui n'a rien dit du deuxième volet de l'addition, l'augmentation du prix de l'essence, dont je vous disais hier qu'elle était à prévoir pour la fin février, début mars. L'essence n'est pas encore augmentée, mais la voiture est touchée. La puissance fiscale d'une automobile sur laquelle on calcule la vignette va désormais être calculée sur la puissance réelle. Donc elle tiendra mieux compte de la consommation en essence. Cela devra orienter la conception des voitures du futur et les rendre plus économes.
Pour le chauffage, l'objectif du gouvernement est d'abaisser la part du fioul domestique dans la consommation française. De 31,2 millions de tonnes prévues du 1er juillet 1976 au 30 juin 1977, il faudra passer à 30 millions de tonnes. Donc, notamment, les contrôles de température seront renforcés. Enfin, il est prévu de débloquer 1 milliard de francs pour aider, sous forme de prêts complémentaires, les industriels qui feront des investissements générateurs d'économie d'énergie. L'État va d'ailleurs donner l'exemple en demandant à chaque ministère de prévoir d'ici le 1er février 1977 un programme d'économie dans tous les domaines. Et si cela ne suffit pas, le gouvernement se donne les moyens de rectifier ces mesures. L'application stricte de toutes ces mesures devrait permettre le respect des objectifs retenus par le gouvernement. Un programme trimestriel d'importation pétrolière permettra d'assurer le contrôle global du dispositif et le comité interministériel pour les économies d'énergie fera périodiquement le point des importations et arrêtera, si cela s'avérait nécessaire, des mesures complémentaires d'économie. Je voudrais, pour terminer, souligner que la politique d'économie d'énergie constitue un facteur essentiel pour l'équilibre de la balance des paiements de la France et pour le niveau de vie des Français. Fermé pour cause de grève, reconnaissons que voilà un écriteau que l'on n'a guère l'habitude de voir placardé sur la porte de nos médecins. C'était pourtant le cas aujourd'hui. Même si les médecins contestataires établissent un subtil distinguo entre ce mot de grève qu'ils récusent et le terme de journée nationale d'avertissement qu'ils revendiquent, but de leur action, protester contre la menace de déconventionnement de 600 de leurs confrères à qui l'on reproche d'avoir dépassé les tarifs conventionnels, c'est-à-dire les tarifs de la sécurité sociale. Tous les médecins ne sont pas d'accord sur ce mouvement décidé par la Confédération des syndicats médicaux de France et la CFDT elle-même le juge étroitement corporatiste. Ils étaient plusieurs milliers cet après-midi des Invalides à la gare Montparnasse. À l'origine de cette manifestation, la Confédération des syndicats médicaux qui représente environ 60% des praticiens. Conséquence de cette journée nationale d'avertissement, 20% de cabinets fermés à Paris et une bonne moitié en province. Car les médecins n'ont pas le droit de grève. Quand ils sont mécontents, le code leur interdit de cesser le travail. Partout donc, des permanences de soins ont été assurées. Le conflit n'est pas nouveau. Le régime conventionnel repose sur un principe simple. Chaque médecin s'engage à respecter des tarifs d'honoraires fixés et par leurs syndicats et par la sécurité sociale. Le système a bien marché jusqu'en mai dernier, date à laquelle les médecins ont voulu appliquer leurs propres tarifs, plus élevés que ceux qui étaient autorisés. C'est donc d'abord un problème d'argent. Depuis des années, nos honoraires sont négociés, ils ne sont pas libres. Deuxièmement, la médecine actuellement n'est plus la médecine du 19e siècle. Apporter la science à chaque malade, c'est apporter toute une véritable installation qui est coûteuse. La gestion d'un cabinet avec du personnel, c'est une petite entreprise au service du malade qui a un prix de revient. Et c'est justement ce prix de revient que nous voulons qu'en 1977 et dans les années à venir, nous voulons qu'il soit pris en considération dans le cadre de nos négociations avec les caisses et avec le gouvernement. Comment voulez-vous qu'au moment où nous demandons à l'ensemble du pays de faire preuve de discipline, nous puissions céder à un chantage quelconque? On n'en est pas encore là, mais il est vrai que le revenu des médecins reste très élevé. Pour le Centre d'études et de recherche des coûts, un spécialiste gagne en moyenne 225 000 francs par mois, un généraliste 200 000 francs. Mais pour le gouvernement, il n'est pas question de remettre en cause pour l'instant la médecine libérale. Au moment où la dernière convention a été signée, les médecins avaient déjà exprimé leur crainte de voir se créer des centres de la sécurité sociale qui leur feraient une concurrence et les mettraient en difficulté. Or, cela n'a pas été réalisé du tout et rien n'a été touché aux modalités d'exercice des médecins.
Donc c'est uniquement une question de tarification et je crois que cette crainte de fonctionnalisation n'est fondée en aucune façon. D'ailleurs, de toute façon, ce n'est pas la sécurité sociale qui est maître d'œuvre en la matière, ce sont les pouvoirs publics et les pouvoirs publics sont tout à fait délibérément décidés à soutenir la médecine libérale et à maintenir ce mode d'activité auquel d'ailleurs les Français sont attachés. N'empêche qu'au-delà des problèmes d'argent, c'est tout le statut de la médecine qui est une nouvelle fois mis en cause. C'est un choix autant politique que social. Oui, au-delà des problèmes financiers et surtout de certaines idées préconçues sur la richesse, les revenus de tous les médecins, on vient d'en voir la réalité par l'étude du Cercle, au-delà de tout cela se trouve le problème fondamental de la médecine en France, c'est-à-dire la survie ou la disparition de son caractère libéral. Querelle d'idées, peut-être, mais en tout cas une angoisse profonde ressentie par l'ensemble des médecins français, médecins dont l'image de marque, il faut bien l'admettre, n'est ni le grand ponte condamné pour oubli discret tout à fait involontaire de ses revenus, ni même le brillant spécialiste ou le chercheur qui tend vers le Nobel. Je veux parler du médecin de quartier ou de campagne qui remplace celui de famille, le médecin ordinaire, le simple serviteur de la médecine, comme d'autres le sont de la justice ou de la foi. Ce médecin-là, qui s'accroche à un métier qui, même bien payé, n'est pas toujours de franche rigolade ou d'horaire de père de famille, cet homme se demande quelle médecine va-t-on bientôt lui demander d'exercer. D'autant que les malades, et surtout ceux qui croient l'être, se demandent, eux, quel médecin, quel docteur aura encore le temps de les entendre, je veux dire de les écouter. Car le fond est là. Les malades d'aujourd'hui, beaucoup, et se dévilent et détournent du métro, des horaires de dingue, du sandwich de midi, enfin la vie, quoi. Les malades d'aujourd'hui n'ont plus à qui parler. Et l'homme qui les soigne n'a le temps que de regarder le corps, enfin la peau, le dessus, le petit bouton qui alerte de ce qui est grave dessous. Prenez n'importe quel médecin de France et demandez-lui si ce que je dis est faux. Finalement, je crois bien qu'aujourd'hui, ce sont les médecins qui sont malades de leur médecine. En marge de cette actualité un petit peu turbulente de la médecine, il y a le bilan que Simone Veil a tiré ce matin au Conseil des ministres de la politique hospitalière. En 15 ans, a-t-elle dit, un peu plus de la moitié du parc hospitalier public a été reconstruit ou rénové. Autre bilan ce matin au Conseil, celui de la session parlementaire, une session particulièrement productive, a dit Valéry Giscard d'Estaing, une session terminée depuis avant-hier, vous le savez, ce sera désormais au Conseil constitutionnel de prendre le relais. Il doit examiner 16 textes votés par les assemblées et dire si oui ou non ils sont conformes à la Constitution, notamment cette affaire de fouille des voitures. L'actualité politique, c'est aussi les suites des propos de Valéry Giscard d'Estaing, hier à Chamalières, propos généralement bien accueillis par la majorité, à l'exemple du CDS qui approuve le président quand il dit que le principal enjeu de la bataille est économique et social. Du côté de l'opposition, on n'aurait trop rien dit s'il n'y avait eu cette petite phrase du président « L'opposition n'a jamais proposé d'alternative au plan Barre ». Petite phrase qui a beaucoup agacé les communistes, mais aussi la CGT. De deux choses l'une, ou bien son Premier ministre ne l'a pas tenu au courant des propositions que nous lui avons faites pour lutter contre l'inflation et rétablir l'équilibre économique du pays, ou bien le Président de la République triche avec la vérité. Nous avons pendant 1h30 exposé à son Premier ministre les solutions que nous préconisons pour sortir le pays de la crise. En gros, stimuler la production en augmentant la consommation intérieure et donc en faisant progresser le pouvoir d'achat des salaires, des retraites et des pensions, contrôler le crédit, sévir contre la spéculation et l'évasion des capitaux à l'étranger et imposer le capital. En bref, priorité aux travailleurs qui produisent des richesses nationales et faire payer les riches. Or, M. Barre a fait très exactement le contraire de ce que nous préconisions. C'est le blocage intégral, une situation aussi hermétique que nous ne l'avons jamais connue. Et c'est pour cette raison que les conflits sociaux se multiplient, prennent une extension toujours plus grande et que l'année 77 va commencer sous le signe de lutte sociale très importante. Un an de prison ferme pour Roch Capretti, qui était jugé avec 21 autres inculpés pour la destruction le 7 septembre dernier d'un Boeing sur l'aéroport de Campo dell'Oro à Ajaccio. Il était jugé en vertu de la loi anti-casseurs. Les autres prévenus ont été condamnés à des peines allant de 8 jours à 8 mois de prison avec sursis. Sur les 22 inculpés, 3 seulement étaient présents à l'audience. Les autres avaient refusé de se présenter devant ce qu'ils appelaient une justice coloniale.
La police suisse a remis cet après-midi aux autorités hollandaises Pieter Nicolaas Menten. Pieter Nicolaas Menten était recherché aux Pays-Bas pour crime de guerre. Cette extradition crée un précédent puisque la loi suisse prévoit une prescription générale de 20 ans pour tous les crimes, y compris les crimes de guerre. L'extradition de Pieter Nicolaas Menten a été autorisée après qu'on eut découvert une décision du Conseil fédéral. Cette décision, qui n'avait jamais été rendue publique, prévoit l'expulsion de certaines personnes recherchées pour crimes de guerre. Deux morts et 25 blessés, c'est le bilan de la véritable émeute survenue hier au Japon devant les guichets du Loto National. Il est vrai que dans plusieurs grandes villes, dès le matin, des dizaines de milliers de Japonais se pressaient dans l'attente de l'ouverture des guichets. En certains endroits, les files d'attente étaient si denses que les blessés ont dû être évacués au-dessus de la tête des parieurs. Ultime satisfaction pour Henry Kissinger avant qu'il ne quitte le département d'État. Les Harlem Globetrotters, la fameuse équipe de basket, l'ont choisi comme joueur d'honneur. En recevant le maillot à son nom, M. Kissinger a expliqué que le numéro 1 qui y figure correspond très bien à l'idée qu'il a de lui-même. L'habileté proverbiale du secrétaire d'État américain a en revanche été prise en défaut dès qu'il s'est agi de manier le ballon. Pièce après pièce, nous y sommes toujours aux États-Unis, le puzzle Carter se constitue. Et voilà aujourd'hui qu'il prend presque complètement forme. On connaît maintenant la plupart de ceux que l'on appellera désormais les hommes du président, des hommes neufs le plus souvent et des choix parfois surprenants. Dernier en date, le PDG de Coca-Cola ira au Pentagone, s'occuper de sécurité militaire, et le secrétaire d'État au logement est une femme, une noire, fière de ses ancêtres esclaves. Espagne, une nouvelle qui vient de tomber à l'instant, l'arrestation à Madrid de Santiago Carrillo, le secrétaire général du PC. Il vivait dans la clandestinité en Espagne depuis février. Santiago Carrillo, filmé ici par une équipe d'Antenne 2 il y a à peine un mois, est donc ce soir en prison. Le gouvernement espagnol a décidé son arrestation quelques jours après que ce film soit passé sur notre antenne, mais surtout un jour après l'enlèvement du président du Conseil du Royaume, M. Oriol. En effet, beaucoup de députés et certains membres du gouvernement avaient ressenti la présence du leader communiste à Madrid comme une véritable provocation contre l'autorité de l'État. Il faut rappeler que Santiago Carrillo, exilé en France depuis de nombreuses années, a décidé de retourner dans son pays clandestinement sans passeport. Cependant, le gouvernement espagnol savait parfaitement qu'il était à Madrid. Son arrestation souligne une fois de plus toute l'ambiguïté de la politique suivie par Juan Carlos. Toutefois, le leader communiste ne devrait pas rester plus d'une nuit en prison. Les autorités espagnoles pourraient le reconduire dès demain aux frontières. Carrillo est un prisonnier trop encombrant. Deux autres informations en provenance de l'Espagne, d'ailleurs, réapparition de l'ingénieur qui était disparu au début de la semaine dernière au Pays Basque. Il n'y a pour l'instant pas d'explication à sa disparition. Et puis l'Espagne toujours avec ce démenti, il n'y aura pas d'amnistie politique pour les prisonniers. C'était la condition numéro 1 des ravisseurs de M. De Oriol. On peut donc craindre pour son sort. Contribuable, vous n'avez plus que 3h41 pour verser votre éco au percepteur. Au-delà de l'heure fatidique de minuit, il vous en coûtera 10% de plus pour financer l'impôt de solidarité aux agriculteurs victimes de la sécheresse. Si vous grognez un peu, eh bien sachez que vous êtes 2 500 000 à devoir accomplir la même formalité. Alors en fait, pourquoi payer? Les citadins ont dû être nombreux à se poser la question en signant leur chèque. Pourquoi payer puisque, après tout, après la sécheresse de cet été, il a plu abondamment dans les campagnes. Et la répartition est-elle juste, bien faite, adaptée aux différentes réalités du terrain? Toutes ces questions, nous nous les sommes posées et Alain Doubeski est parti enquêter avec l'une de nos équipes dans une région particulièrement touchée, la Manche. Ce n'est qu'un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Ailleurs, les conditions sont certainement un petit peu différentes, mais les conclusions de notre reportage sont, vous allez le voir, bien intéressantes. Le département de la Manche, c'est d'abord l'élevage de bovins, mais c'est aussi le lait et les légumes. Cette année, selon les zones, selon l'orientation des terrains, les productions agricoles ont été plus ou moins épargnées. Si, pour certains, l'augmentation des prix de vente suffit à maintenir les recettes, pour d'autres, pour la majorité, c'est l'échec financier. Ce qu'on voit là, c'est un champ de salade? C'est un champ de salade. Vous voyez, il en manque au moins 80%.
Il y a des petites salades éparpillées à droite à gauche et Voilà. tout. Mais elles sont Et- comestibles, celles qui restent là? Celles qui restent ne sont même pas commercialisables parce qu'elles n'ont pas le volume requis pour être commercialisées. Et les poireaux à côté là? Alors sont- les poireaux, il en manque au moins les 3/4. Oui. Et le reste est vraiment minable, vous le constatez vous-même. Mais ce champ, n'est-ce pas l'exception? Pour avoir une vision plus globale des productions d'une région, c'est dans une coopérative qu'il faut aller. Vous pouvez comparer la production de carottes de cette année avec l'année dernière? Eh bien oui, voilà des chiffres pour les 5 premiers mois de la saison. L'année dernière, 1090 tonnes. Cette année, 50 tonnes. Et vous avez vendu beaucoup plus cher. On a vendu plus cher, c'est vrai, mais voilà le chiffre d'affaires. L'année dernière, 96 millions anciens, contre 33 cette année. Si pour les producteurs de légumes, sécheresse veut dire pas ou peu de recettes, pour les éleveurs, sécheresse est synonyme d'absence de nourriture pour le bétail. Habituellement, au début de l'hiver, les animaux quittent les champs et vont à l'étable manger le foin récolté l'été précédent. Cette année, il faut aller le chercher très loin. Les agriculteurs, par l'intermédiaire de leurs représentants professionnels, font ce qu'ils peuvent. Du Canada ou d'Europe, le fourrage arrive tant bien que mal, par bateau, par train, par camion, mais toujours au coup par coup et très cher. On a donné de l'argent aux agriculteurs, mais on les a laissés s'occuper de s'approvisionner en fourrage. Il aurait peut-être été meilleur, et disons pour l'agriculture, que le gouvernement organise un approvisionnement national en fourrage et que le gouvernement le rétrocède aux agriculteurs à des prix corrects. Ça sera revenu moins cher également aux contribuables donc. Ce serait certainement revenu moins cher aux contribuables aussi. D'où vient ce foin là, monsieur? D'Irlande du Nord. Oui. Et il arrive à quel prix ici? Oh, 900 francs. Et 920 francs même. C'est cher par rapport à ce que produisent les agriculteurs Oh, d'habitude? c'est très cher, c'est au moins le double. Alors, en année normale, le foin vaut 400 francs. Deux questions se posaient à propos des subventions aux agriculteurs. Premièrement, sont-elles méritées? Nous venons de fournir quelques éléments de réponse. Deuxièmement, sont-elles équitablement réparties? Pour le savoir, nous avons interrogé un responsable. Au niveau de chaque commune, les agriculteurs ont eu à remplir une déclaration de situation d'exploitation particulièrement précise. Il y en a 4 pages. Mais elles sont vérifiées ces déclarations? Oui, alors ces déclarations sont vérifiées par une commission communale agréée par le préfet, présidée par les maires. Et à 3 mois des élections municipales, vous savez très bien que les maires ruraux tiennent absolument à faire les choses de façon absolument intègre. Cette déclaration va être traitée mécanographiquement. Nous allons pouvoir déterminer plusieurs catégories d'exploitation, par exemple des très touchés par la sécheresse, moyennement touchés, peu touchés. Quelques cas de fausses déclarations ont été évoqués par la presse, mais ces fraudes ont aussitôt été repérées. A l'inverse, quelques agriculteurs ont refusé certaines aides financières, ceux de la baie du Mont-Saint-Michel par exemple, favorisés par des pluies exceptionnelles cet été. La différence de rendement, je parle là en culture légumière, là maintenant, c'est trouvé compensé par des prix plus élevés que la normale. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vous parle d'indemnité sécheresse, ici, vous n'en sentez pas tellement le besoin. Non, on n'en sent pas le besoin, et non seulement on n'en sent pas le besoin, mais il faut que, enfin, tous les producteurs de la région ont refusé l'indemnité sécheresse. C'était l'exception. Pour la majorité des agriculteurs de la région, il faut conclure sur une note plus pessimiste. En conclusion, y aura-t-il assez de fourrage? Jamais. Les agriculteurs se retrouveront dans la région en rupture de stock de fourrage début février, courant février. Alors que se passera-t-il? Les agriculteurs seront encore obligés de passer par un circuit de commercialisation qui finalement amènera encore des suppléments de prix puisque pénurie amène automatiquement surenchère. Mais ils auront de l'argent encore les agriculteurs? Ils n'en auront plus, il faudra qu'ils l'en trouvent ailleurs. Où ils seront en rupture de trésorerie ou en rupture de paiement. On n'a pas fini de parler de la sécheresse alors? Je ne crois pas, malgré qu'il pleuve déjà depuis un certain temps, mais c'est pas fini. Bien, restons dans la note avec la météo. Dans tout l'est du pays, le temps sera encore frais demain avec des gelées matinales et des brouillards, parfois givrants. Sur le reste du pays, le temps sera assez doux, mais très nuageux. Quelques pluies éparses en Corse et près de la Méditerranée. Voilà, ce journal se termine au nom de toute la rédaction de la 2. Merci d'être resté en notre compagnie et bonne soirée à tous. Je vous rappelle nos rendez-vous du matin, un journal à 10 h. Mais tout de suite, le rappel des titres. Bonsoir. 14 victimes par manque de signalisation, mais aussi par fatalité. Les mesures d'économie seront révisées tous les 3 mois, annonce Raymond Barre.
Après Santiago Carrillo, un deuxième leader communiste arrêté à Madrid. Dernier délai ce soir pour payer l'impôt sécheresse. Le dernier journal d'Antenne 2 à 23h20.